Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur le plateau de Sur la Voie du Changement avec nos invités. Kamash Ket, membre fondateur de la Ligue des Oulémas des pays du Sahel. Chérif Driss, docteur en sciences politiques à l'École nationale de journalisme. Rabah Kched, professeur en sociologie. Et Madame Amel Mqaddem, sous-directrice des programmes de développement solidaire au ministère de la Solidarité nationale. Jusqu'aux années 90, c'était l'État qui s'occupait pleinement de venir en aide à la veuve et à l'orphelin. Mais avec les différents changements économiques adoptés, de nombreuses associations ont vu le jour pour gagner tous les espaces, y compris virtuels. Leurs actions sont très diverses. Il s'agit tout aussi bien de la construction de mosquées que de la construction et de la restauration de maisons pour les démunis, de centres de prise en charge sanitaire. Il y a des projets pour la construction d'hôpitaux. Ils s'occupent d'envoyer des malades pour des soins et des interventions chirurgicales importantes, à gros budget dans des pays lointains. Cette bienfaisance, ces actions à but non lucratif constituent dans certains pays une véritable branche de l'économie. Professeur Rabah Kched, qu'est-ce que l'économie de la bienfaisance? D'abord, merci pour l'invitation. Bon, il y a trois concepts, c'est-à-dire qui constituent un peu des concepts, si vous voulez, qui constituent un seul objet. C'est l'économie solidaire, l'économie sociale, l'économie de la bienfaisance. Si on prend ce côté-là, c'est un peu le côté de bénévolat qui concerne surtout les personnes vulnérables dans une économie donnée. Bien évidemment, la pratique de l'économie de la bienfaisance dans les pays développés, elle est institutionnalisée. C'est-à-dire c'est une branche de l'économie, comme vous l'avez bien précisé. D'ailleurs, vous-même, vous avez donné un peu, dans l'introduction, une petite définition un peu des différentes actions qui concernent ce volet. Si on revient à l'histoire, c'est un peu la prise en charge par le volontariat, par le bénévolat, c'est-à-dire des personnes vulnérables. Mais c'est plus profond que ça parce que c'est un peu la prise en charge des effets de l'économie, si vous voulez, capitaliste qui a provoqué, les données sont là. Libéral, bon là aussi il y a beaucoup de dégâts au plan humain. Hein. C'est pour cette raison on parle même de l'humanisme. Donc tout ce qui est prise en charge de la population qui est en quelque sorte la victime de ce système qui est basé sur le profit. Et si on donne un chiffre seulement, lorsqu'on dit 1% qui accapare plus de 90% de la richesse mondiale, ça vous donne une idée sur les inégalités par rapport à la répartition de la richesse. Donc, ce volet, dans le courant de processus, si vous voulez, des pays occidentaux, est venu par rapport si vous voulez, aux effets du capitalisme monétariste libéral. Donc, c'est un peu trouver l'équilibre entre le social et l'économique. Pour nous, bon, c'est une autre question, c'est notre débat, parce que nous allons voir que aussi fi'l al-khair, est-ce que fi'l al-khair dans le sens, si vous voulez, courant du terme, c'est ça l'économie de la bienfaisance, ou bien tout simplement ce sont des actions caritatives. Est-ce que la bienfaisance, est-ce qu'il est évident de l'institutionnaliser dans les pays normalement elle est censée être institutionnalisée dans les pays musulmans et arabes. Voilà, c'est tout un débat. Bon, institutionnalisé dans le sens lui donner un cadre légal. Est-ce qu'elle arrive à être une branche de l'économie par elle-même? Pour nous, jusqu'à maintenant, non. Ça reste un peu des actions, si vous voulez, certaines associations. Elle est nationalisée par rapport, par exemple, au ministère de la Solidarité nationale. Certainement, la représentante, elle va dire un mot sur ça. Mais il y a aussi toutes les autres actions qui sont un peu qui s'inspirent un peu de la sociologie de notre vécu, de notre sociologie, c'est-à-dire de notre culture, où fi'l al-khair fait partie de toute notre histoire, de notre civilisation, de notre religion, etc. Madame Mqaddem, donc l'action de bienfaisance, comment l'encadre le ministère de la Solidarité? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le ministère de la Solidarité nationale œuvre pour le développement d'un partenariat efficace avec le mouvement associatif
à travers le soutien et l'accompagnement des cadres dirigeants des associations. Les cadres dirigeants ont déjà bénéficié d'une formation dans le cadre des projets associatifs. Les projets doivent s'inscrire dans certains axes, notamment les secteurs qui touchent aux personnes prises en charge par le secteur de la solidarité nationale, à savoir les handicapés, la personne âgée, l'enfance, la femme, etc. Et depuis 2008, l'État a commencé à déléguer quelques actions qui étaient du ressort du ministère de la Solidarité nationale au profit du mouvement associatif, à savoir la création d'établissements spécialisés qui prennent en charge les différentes catégories du secteur de la solidarité nationale, c'est-à-dire les handicapés, l'enfance, la femme. Et il existe à travers le territoire national 119 établissements spécialisés gérés par le mouvement associatif. Et donc créés par les mouvements associatifs. Par le mouvement associatif. Sans aide du ministère de la Solidarité. Créés et gérés par le mouvement associatif. 119 à travers le territoire national. Donc le ministère ici, il délègue ses compétences. Certaines actions, bien sûr. Donc quoi d'autre? Voilà. Et lorsqu'on parle justement d'un mouvement associatif qui va construire ce type d'établissement, on parle donc de financement, d'argent. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une aide du ministère de la Solidarité? Bien sûr. Ou alors, ce financement-là, l'association doit se débrouiller toute seule? Non, non. Le ministère de la Solidarité nationale accompagne ces associations à travers le soutien financier et à travers la réalisation de ces projets, l'accompagnement de ces projets. Et comment se manifeste cette aide-là? Comment elle se manifeste? Chaque année, le ministère de la Solidarité nationale lance un appel à manifestation pour le financement des projets à caractère social et humanitaire. J'ai bien précisé, les projets doivent s'inscrire dans des axes bien précis. Si vous voulez, je vous énumère. Oui, l'aide à domicile au profit des personnes âgées, personnes handicapées, appui à l'intégration et la promotion des personnes handicapées, appui à la promotion et l'intégration de la femme, appui au programme de prise en charge de l'enfance, l'adolescence et les jeunes en difficulté, appui au centre de prise en charge des personnes handicapées, enfants assistés, femmes en détresse et personnes âgées, appui au centre d'aide par le travail, ateliers protégés et fermes pédagogiques. Pourquoi le ministère a décidé de déléguer ces compétences-là? L'État ne peut pas prendre en charge éternellement les services en augmentation, c'est-à-dire ce fardeau lourd. C'est-à-dire, normalement, c'est du ressort des bénévoles et de la société civile. Voilà. D'accord, c'est du ressort de la société civile. Et donc, forcément, donc on est là dans le caritatif, en fait, dans la bienfaisance. Et malgré cela, il y a beaucoup de difficultés à pouvoir se financer, justement, pour pouvoir aider les autorités, justement, dans la prise en charge de ces catégories sociales. Juste une première remarque, l'émergence de cette pratique, de cette forme d'économie, enfin, soulève une question fondamentale, la place de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'État et l'étatisme. On en est arrivé à la conclusion à considérer que l'État ne peut pas tout gérer, d'une part. Quand Mme Kadem a cité le rôle des associations, il y a un problème d'expertise et de savoir-faire. L'État, en tant que le ministère de la Solidarité ou en Algérie ou ailleurs, c'est une institution, elle ne peut pas tout gérer. D'une part parce qu'il y a un problème de savoir-faire, il y a quelques activités où ça nécessite une expertise, un savoir-faire, une certaine compétence que l'institution, le ministère, ne peut pas disposer. Ça, premier élément. Deuxième élément, en matière de financement. Ailleurs, on a développé ce qu'on appelle la culture du mécénat.
Malheureusement, en Algérie, la solidarité et la bienfaisance, elle existe au niveau macro, même au niveau méso-intermédiaire. Par exemple, la notion de Twiza, l'Ouzéa, c'est une forme de solidarité qui existe, mais elle est occasionnelle, elle n'est pas structurelle. Ce qui nous manque ici, c'est que cette culture soit institutionnalisée, qu'elle ne soit pas limitée à des occasions et qu'elle soit inscrite dans le temps. Et que deuxième élément, c'est que d'encourager cette forme de mécénat. Ailleurs, je cite le cas par exemple au Canada, ça représente jusqu'à 6,8% du PIB. Dans un pays comme en Australie, ça atteint plus de 10%. C'est des centaines de milliards c'est des centaines de milliards de dollars. Parce qu'il y a un besoin. C'est des sociétés qui subissent, qui font face à un vieillissement qui est structurel. Deuxième élément, c'est des sociétés qui sont les réceptacles de mouvements de migration. Troisième élément qui est très important, il y a des phénomènes, des fléaux sociaux qui émergent, notamment la toxicomanie. C'est-à-dire qu'un État, même le service public, les pouvoirs publics aussi bien aux États-Unis, au Canada, en Europe, même en Algérie, ne peut pas tout prendre en charge parce que ça nécessite des financements très conséquents. Donc il y a en même temps, on a les autorités ont besoin de l'aide de cette société civile, de ce mouvement associatif. On dit chez nous le mouvement associatif, ailleurs on parle d'organisme, carrément de bienfaisance. En même temps, il a besoin de cela. En même temps, il y a le problème de l'institutionnalisation qui n'est pas pris, qui n'est pas décidé. Pourquoi Parce que apparemment une hypothèse, somme toute, c'est-à-dire que on considère que l'Algérie ne fait pas face aux mêmes problèmes qu'ailleurs. Et d'un autre côté, c'est que la société évolue. Il faudrait que le cadrage juridique soit le reflet de cette évolution. C'est-à-dire cette culture de l'entraide, cet esprit de solidarité qui est consubstantiel à la société algérienne, notamment avec la religion, l'islam qui incite à l'entraide, à la solidarité et tout ce qui s'ensuit. Mais il faudrait institutionnaliser à travers un arsenal législatif et juridique qui donne une sécurité juridique, c'est-à-dire un mouvement associatif. Une sécurité juridique au mouvement associatif. À qui? À ces associations. Aux autorités. Non, pas les autorités, non. C'est-à-dire qu'il y ait un cadre législatif et juridique qui permette à ces associations de faire de cette activité une activité non pas ponctuelle, pérenne. C'est-à-dire en recrutant des bénévoles. Deuxième élément, on est en cette latitude d'aller chercher les financements. Parce qu'en définitive, on ne peut pas continuer à dépendre uniquement de l'État. Les ressources de l'État sont très limitées. C'est-à-dire en période de crise, même à l'étranger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'État. L'État, il aide. Les pouvoirs publics, ils accompagnent. Mais le gros du budget, c'est-à-dire que soit par ce qu'on appelle les dons, les contributions des membres, et voire même les subventions fournies par certains organismes. Je crois qu'il y a le problème de financement qui devrait être réglé, c'est de dire que finalement une association, parce que de venir s'occuper d'une telle activité, ça demande une certaine ingénierie, un certain savoir-faire, et ce n'est que la notion d'organisme, de fondation, qui a même de permettre de traduire cette notion de bienfaisance dans la réalité. Parce qu'au-delà de la bienfaisance, c'est-à-dire qu'il y a une utilité économique que ces associations remplissent. Et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir par la suite. Il ne devrait pas y avoir de problème d'institutionnalisation de la bienfaisance, en fait, d'un point de vue juridique. Parce que même dans notre religion, en fait, la bienfaisance est institutionnalisée à travers la zakat, à travers l'awqaf, à travers... Oui, elle est même conceptualisée dans la mesure où nous avons une appellation. Concernant cette bienfaisance, c'est le summum, en fait. Ça s'intègre dans l'ihsan et Jacques Berck appelait ça le bel agir. Ça veut dire qu'on est vraiment dans la pratique. Je ne partage pas tout à fait l'avis de Driss quand il dit que c'était ponctuel. En fait, si vous voyez comment étaient gérés, par exemple, les zaouïas, avec tout ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire on prenait en charge les étudiants, on prenait par moment même en charge leur famille, ça vous donne une idée du travail constant qui a été fait.
Nous avons dans certains livres d'histoire, par exemple, en Kabylie, les taureaux qui arrivaient en fin de parcours, on ne les envoyait pas aux abattoirs, on les mettait dans des enclos spéciaux. Et ils servaient pour labourer ou bien pour les tâches inhérentes au travail de la terre, mais ils étaient dévolus ou destinés uniquement aux veuves, par exemple. Il y a beaucoup d'actions qui étaient très très longues et pérennes. Quand vous avez quelqu'un comme Ibn Hamadouche qui peut-être au XVIe siècle, gérait pratiquement une faculté de médecine et qui enseignait, c'est lui qui formait tous ceux que lui envoyait le Vatican. Le système du Bimaristan fonctionnait comme il l'était en Orient, donc c'était la gratuité, c'était tout un travail qui se faisait. Donc le socle est là. Parce que déjà quand on parle d'économie, contrairement dans le domaine économique pur, beaucoup de gens pensent aux chiffres alors que normalement on devrait beaucoup plus penser à des concepts philosophiques. Le concept... Mais le chiffre va s'inviter automatiquement. Oui, c'est clair. Il faut pas être naïf. Non, ça c'est pas et ça justement ça c'est pas l'économie. Ça c'est soit la finance, soit la statistique. L'économie, c'est le concept philosophique. Il y a une idée de base qui fait le socle d'un travail qui va être entrepris, soit par un individu, soit par une communauté. Ce qui est sûr, c'est que l'islam a vraiment institutionnalisé la chose et l'a conceptualisée de sorte à ce qu'elle puisse évoluer même dans des sociétés autres que musulmanes. Si vous étudiez par exemple la naissance de la Croix-Rouge ou de certains grands organismes qui existent actuellement, vous allez retrouver chez des grands noms de l'orientalisme que le modèle a été copié sur ce que faisaient les musulmans. Donc la culture en elle-même, le socle, le background, il est là. Maintenant, comment justement gérer la chose de la manière la plus efficiente. Même dans les taxes autour de ces produits de bienfaisance ou des donations, oui. En islam par exemple, il n'y a pas de zakat sur la zakat. Bien sûr. Donc il y a une sorte d'exonération des impôts sur tout ce qui est don. Bien sûr, parce que... Ce qui en fait pourrait augmenter... Parce que ça va vers le... Vous savez, la zakat contribue en elle-même à l'essor économique en quelque sorte, parce qu'elle va encourager en quelque sorte la consommation, ne serait-ce qu'à un niveau, on va dire, minime. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on parle de bienfaisance ou de travail de ce genre, l'action caritative elle-même, elle a toujours existé et elle ne concernait pas uniquement les gens démunis ou porter une assistance aux gens. Elle a atteint ce stade ou ce niveau de citoyenneté active qui consistait à faire du volontariat par moment. Quand on parle de waqf ou quand on parle de voie de bienfaisance, le fait de tracer un chemin ou bien de l'aplanir fait partie justement de ce type d'action. Et vous le faites par moment pour la communauté, mais vous le faites aussi pour les autorités publiques qui ne sont pas, elles, en mesure de prendre en charge ce projet. Donc vraiment, pour peu que vous lisiez des livres d'histoire, je ne sais pas moi, l'histoire de la civilisation musulmane de Ahmed Amin ou bien les Legacy of Islam, vous allez vous rendre compte que c'était plus que diversifié. Ça s'inscrivait dans un système, on va dire, communautaire et puis où chacun allait mettre sa contribution. Et vous remarquerez par exemple que les premières générations d'immigrés en France, d'Algériens immigrés en France, il y avait cet esprit solidaire qui consistait par exemple à avoir des caisses noires un peu partout, ne serait-ce que pour rapatrier les corps des morts vers l'Algérie. Donc les choses se sont toujours enclenchées de manière très très fluide, très très naturelle, parce que la culture
où ce type de culture a toujours existé dans les sociétés musulmanes. Cherif Driss et vous-même, professeur Kched, vous avez évoqué cette question d'évolution de la société pour qu'on puisse justement institutionnaliser la bienfaisance. Pourquoi? Il y a des appréhensions au niveau de la société par rapport à une éventuelle institutionnalisation. On trouvera que c'est moins bienfaisant d'institutionnaliser tout ce qui est bienfaisance. Enfin, là, il faudra vraiment cerner le terme, parce que institutionnalisation, j'ai peur de dire que bureaucratisation, dans le sens où on casse l'initiative. Surtout, nous sommes dans un domaine où l'initiative, elle est interpellée. Parce que c'est autour de l'organisation spontanée des groupes, par exemple, au niveau des quartiers, au niveau de la société, que cette pratique ça se valorise. Parce que si on bureaucratise, par exemple, une association, on lui casse cette envergure d'initiative. Malheureusement, nous sommes en situation aussi de consommateurs de tout, des concepts, des modèles. D'ailleurs, nous sommes en train de discuter sur des modèles qui étaient, si vous voulez, dans le processus de développement du système économique et social des pays développés. Parce que nous avons, si vous voulez, une panne dans l'imagination organisationnelle, ça il faut le dire. Nous sommes là parce que c'est dans l'Occident que cette question de l'économie solidaire se développe. Donc, on va la discuter, on essaie de... Et j'ai peur de... Elle ne s'est pas invitée d'elle-même parce qu'il y a justement beaucoup d'argent. Pour quelle raison ici est-ce qu'on Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est drainé, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est drainé, oui, des fois... parce qu'il y a les problèmes de financement qui s'invitent, il y a le problème de comment augmenter les dotations, comment réglementer le travail, le travail, je veux dire, engagé des associations dans le sens où est-ce qu'on les laisse créer du travail, donc faire participer carrément à l'économie, parce que aussi l'État aussi participe. Tout cet argent-là, il faut. On doit discuter ça. Comment ça, où ça va, ou comment ça rentre, je veux dire. Des fois, il faut trouver d'abord une ligne de démarcation entre la responsabilité de l'État et là où elle s'arrête, où commence par exemple le travail du mouvement associatif, etc. Des fois, on tombe dans la charité, carrément. Des fois, j'écoute des émissions sur des personnes qui méritent d'être prises en charge par l'administration, par l'État elle-même. Et on commence à demander de l'argent pour, par exemple, prendre en charge une personne handicapée. Vous voyez, donc là, l'État ne doit pas, si vous voulez, se décharger d'une responsabilité bien limitée. Parce que lorsqu'on parle de l'institutionnalisation, moi je la prends dans le sens organisation de l'activité du mouvement associatif autour de ces questions, sans casser la dynamique sociale, sans la casser. Parce que si on institutionnalise et on frôle la bureaucratie, c'est-à-dire on met des instruments très rigides, eh ben, on risque de casser cette dynamique qui fait partie de la sociologie de notre société. Parce que on voit ça, par exemple, dans les situations de crise, on voit le fond de la société, par exemple, les inondations de Bab el-Oued, le séisme, etc. On voit que la société, dans son processus, dans sa sociologie, c'est une société solidaire. Comment valoriser ça dans un cadre institutionnel souple et qui incite à l'initiative, c'est ça le plus important dans le travail social. Vous savez, quand on parle de bienfaisance, il ne faut pas limiter les actions de bienfaisance aux associations. Vous savez, il y a des actions de bienfaisance qui se font, mais d'une manière extraordinaire, mais il n'y a pas de cheminement. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent donner de l'argent, qui ne font pas confiance. Ils voudraient que ce soit institutionnalisé. Ils voudraient, c'est-à-dire des organismes bien précis où ils puissent mettre leur argent. Donc c'est ça ce qu'il faut institutionnaliser. Vous savez, au Canada par exemple, il y a tout un secteur de l'économie de bienfaisance. Et il est formé d'organismes et qui vraiment participent à la croissance de l'économie de ces pays. C'est ce qu'il faut. Il faut un statut juridique à ça. Et même les associations, Mais moi je parle, les associations. Et moi, il n'y a pas que les associations. Qu'est-ce qu'il y a alors? Par exemple, là, je vais vous donner un exemple dans le cadre de l'opération de solidarité Ramadan. Oui. 195 871 koufins
ont été attribués par des bienfaiteurs, pas par des associations. Donc c'est là ce qu'il faut institutionnaliser. C'est ça. Vous voulez dire encadrer? Plutôt catalyser. Oui, bon, enfin... Encadrer, oui. Encadrer, voilà. C'est le problème. Et Moi, en tant même- qu'individu, c'est-à-dire je dois me situer dans un cadre législatif pour que mon voisin lui donne, par exemple, parce que c'est un pauvre, de lui donner à manger. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle, pardon madame, Oui, c'est qu'il y a un point sur lequel j'aimerais m'attarder un petit peu, c'est que quand on parle de la bienfaisance, il y a deux éléments qui sont deux dynamiques. Un, l'autonomie de la société vis-à-vis de l'État, l'autonomie du marché vis-à-vis de l'État. Premier élément. Deuxième élément, quand je parle d'institutionnaliser cette pratique, il y a un aspect de la gestion, de la structuration et de l'organisation de cette pratique pour qu'elle soit pérenne. Vous avez, Kamel Chkat a cité le rôle des zaouïas, mais les zaouïas et certaines structures, c'est une exception par rapport à un mouvement qui est général, qui est dominé par des actions ponctuelles. Autre élément qui est fondamental, quand je parle d'institutionnalisation, par exemple dans les pays développés, vous savez que quand on parle de la bienfaisance, ce n'est pas, quand on dit sans contrepartie, mais la contrepartie, l'utilité économique est liée. Je m'explique. Quand ces organismes font un travail de bénévolat, par exemple, on accueille de nouveaux immigrants, on a des centres de désintoxication, s'occuper de la scolarisation de l'enfance en difficulté. Et la catégorie la plus vulnérable, c'est notamment les vieux. Si vous recrutez ces acteurs-là, vous n'allez pas les payer. Mais en fait, la rentabilité, elle est, voilà, dans le cas de la gériatrie, elle est où? C'est qu'au lieu que l'État, voilà quelqu'un qui est sorti de l'université, qui n'arrive pas à trouver un travail et qui a besoin d'être formé. C'est-à-dire que l'État, les pouvoirs publics, ne vont pas prendre en charge sa formation, n'essayeront pas de lui trouver un travail. C'est ces associations, à travers tous les réseaux, à travers tout un système de recrutement des profils et des compétences, Qui forment ces cadres. qui forment ces cadres et qui, les mêmes cadres, seront utilisés par le marché. C'est la raison pour laquelle, quand les grandes entreprises, qu'ils ont créé leur propre fondation, les grandes multinationales, ils ont créé leur propre fondation. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème Maintenant, où tout est relié. tentons de comprendre pourquoi ces grandes entreprises ont créé ces fondations. Parce que dans ces pays-là, il y a des exonérations Oui, tout à fait. Il y a les fiscales pour... Il y a la responsabilité sociale de Il y a l'entreprise. eu- la marketing social. Il y a le marketing Mais c'est ça, social lorsqu'on et tout. parle de l'économie de la bienfaisance, Mais- en fait, on parle de ça. On parle le premier paramètre important dont on doit discuter, c'est d'abord le financement même de ces associations-là. Peut-être qu'on n'en est pas encore là en Algérie, mais la question du financement pour pouvoir avancer justement dans le développement de ces associations, d'éventuelles fondations ou d'éventuelles futures organisations qui auront du poids, qui pourront aider plus massivement et plus intelligemment donc certaines catégories sociales. Par exemple, vous avez cité les enfants en difficulté scolaire. Le ministère de la Solidarité ouvre des petites classes pour aider ces enfants en difficulté scolaire, mais disons la vérité, ça ne sert absolument rien du tout. Ils sont là juste pour qu'ils partent. Il n'y a pas vraiment une intégration de cette enfance-là. Il n'y a pas une réelle prise en charge. Il y a des problèmes pour payer les auxiliaires de vie. Il n'y a même pas d'ailleurs des auxiliaires de scolarité pour aider ces enfants. Donc, s'il y avait une aide réelle à ces organisations, au développement d'organisations importantes et intelligentes, on pourrait trouver le moyen qu'il y ait cette entraide-là entre les autorités publiques et ces associations-là. Donc le premier problème qui se pose, c'est la question du financement de ces associations. Le problème du financement, le financement des associations, il peut venir de l'aide gouvernementale, des donateurs, des donateurs, mais aussi de revenus. Moi, je vais m'intervenir brièvement sur une question qui concerne le ministère de la Solidarité nationale. Est-ce que vraiment ils ont un problème de financement sur des questions qui touchent les services sociaux? Est-ce que c'est un problème de financement? Mais attendez, mais est-ce qu'eux, ils ont un problème de financement? La question vous est posée. Je voudrais C'est une réalité, un point. On la voit, puisqu'il y a des cas qui passent à la télévision. Exactement, à la radio. Madame, je voudrais éclaircir un point.
La gestion des associations, On voudrait tous s'entraider en fait. C'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, pas le ministère de la Solidarité. La gestion des associations. Nous, c'est les associations à caractère social et humanitaire. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, il s'occupe des associations à caractère sportif. Chaque secteur. Mais on parle des associations qui dépendent du ministère de la Solidarité. À caractère social et humanitaire. Tout ce qui est aide aux démunis, aide aux handicapés, aide à l'enfance en difficulté. Une personne, par exemple, qui nécessiterait une intervention chirurgicale à l'étranger, qui ne se fait pas ici en Algérie. Ça, c'est le ministère de la Santé. Ça, c'est le ministère du Travail. C'est le ministère et de la Santé. Avec le ministère de la Santé, c'est pas le ministère de la Solidarité. C'est plutôt les handicapés. D'accord. Les handicapés, les pauvres. Une personne handicapée qui a besoin d'un fauteuil roulant et qui, malheureusement, on le voit très très souvent, a recours à des programmes TV ou radio pour demander de la charité. Ou alors les couches, le problème des couches. Mais non, c'est la DAS, c'est la direction de l'action sociale qui Mais les DAS elles-mêmes, elles ont des problèmes justement de budget. Pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. Une personne qui nécessite une chaise roulante ou quelqu'un qui aide, je pense pas. Je pense qu'on leur donne en fait une chaise roulante tous les 5 ans. Une chaise roulante tous les 5 ans. Elles ont le droit de renouveler la chaise roulante au bout de 5 années. Il y a le problème, c'est vrai, des couches qui se posent, mais parce que, bon, par expérience, à travers toutes les émissions que nous avons faites. De la bienfaisance, je crois ça, c'est le rôle la bienfaisance des associations. Et, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, en fait, puisque en fait, il s'agit des démunis, des pauvres, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une entraide entre le ministère de la Solidarité et le ministère des Affaires religieuses en matière de la zakat, puisque eux, ils sont censés avoir tout le listing des personnes démunies à travers le territoire national et des personnes handicapées, toutes les 8 catégories qui sont citées dans les versets de Surat al-Maïda, et donc trouver une solution justement d'entraide entre deux ministères qui sont normalement les premiers à devoir aider. Vous savez, là, il y a une multitude Pourquoi ne pas y réfléchir? Je ne sais pas si... Bon, je n'ai rien à voir avec le ministère des Affaires religieuses, mais bon, ce qui est sûr, c'est que déjà, on peut le reprocher déjà une chose. Bon, il est vrai qu'à un moment donné, ils ont commencé à donner des prêts à des gens qui n'avaient pas les moyens d'entreprendre. Et le problème, c'est que, alors que le verset dit « Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum », au lieu à la base, ça aurait dû être des dons, carrément. C'est devenu des prêts remboursables sans intérêt. Déjà là, il y a un petit hic. Alors comment réfléchissent les gens? Ça, ils l'ont arrêté. Oui, mais bon, ça c'était bon dans la mesure où on est dans la logique de Lao Tzu. On apprend à quelqu'un à pêcher le poisson, ça vaut mieux que de lui donner un poisson tous les jours, jusqu'au jour où on ne... Mais ça fonctionne dans d'autres pays, au Soudan, en Malaisie, au Koweït, c'est... Il y a des fonds spéciaux qui sont comme ça, qui aident les gens. Non, à travers la zakat. Ils prennent 33% de la zakat, ils le donnent comme prêt sans intérêt remboursable qui permet en fait, au bout de 5 ans... Je me souviens que Cheikh Gahar, rahmatullah alayhi, était contre ce principe. Il fallait carrément aller vers les dons parce que le verset est un peu plus clair. C'est un droit. Ça ne se donne pas sous forme de prêt. Cela dit, oui, vu tout l'argent que draine la zakat, il devrait normalement y avoir une réflexion là-dessus. Sur les 33%, ils ont jugé que 33% à cause de Fi Sabilillah. Oui. Donc là, la 8e catégorie Fi Sabilillah reste ouverte. Donc 33% de cette zakat-là partait dans ces donations. Oui. Donations, non, ce n'est pas des donations, c'est des prêts sans intérêt. De toute façon, l'opération... Je ne sais pas pourquoi. Ça relève de l'organisation même des affaires de l'État, comment elle se gère, comment ça se fait. Mais oui, pourquoi cet argent? Parce que quand nous parlons de zakat, Sunduq zakat, normalement, il n'est pas censé appartenir au ministère des Affaires religieuses. Il appartient au Trésor public, tout simplement, à l'État d'en disposer selon ce qui sied à un argent récolté par le biais de la zakat. Attention, ça veut dire que l'État n'aura pas le droit de prélever cet argent et de construire, par exemple, un édifice culturel ou je ne sais quoi, ou de faire n'importe quelle activité, aussi caritative soit-elle. Non,
Il faut vraiment que ça aille dans les différentes catégories méritant cette zakat. Ce que nous appelons en langue arabe le masarif, les ayants droit. Oui, pourquoi pas. Oui, zakat et awqaf, en association avec le ministère de la Solidarité, ça pourrait peut-être donner... Ça pourrait déjà... On laissera les spécialistes réfléchir à cette question-là. La question des revenus gagnés pour les associations, dans le cadre du financement. Ça c'est carrément impossible en Algérie. Non, actuellement, bon... Je veux dire, c'est pas encadré. Les associations n'ont pas le droit de gagner leur... Les associations caritatives, non. Oui. Non. Tout ce qui a caractère non lucratif, non. Moi, généralement, j'ai toujours... Ailleurs, on met les organisations à but non lucratif font des kermesses, ils vendent des produits, et ces produits-là sont reversés ensuite à leur... J'ai toujours adoré mettre ces détails dans une vision globale, une politique. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que le ministère, qui est l'acteur principal, une fois, il a invité les associations, ils ont discuté de tout, ils ont arrêté une politique. Où s'arrête la responsabilité du ministère, où commencent les associations? Est-ce qu'ils ont discuté la loi? Est-ce que cette loi, est-ce qu'ils ont écouté les associations par rapport à cette loi? Moi, les études que nous avons faites avec le PNUD, j'ai rencontré beaucoup d'associations et ben, elles posent de sérieux problèmes. C'est cette loi qui pose de sérieux problèmes. Moi, pour organiser une activité, même, elle est très bureaucratisée, l'activité de mouvement associatif. Donc, il serait souhaitable de voir l'acteur principal s'asseoir autour d'une table avec les associations réelles qui activent réellement sur le terrain, et ils font un diagnostic ensemble et ils essayent d'élaborer une politique où les responsabilités sont claires. Il y a un amendement de cette loi, la rendre plus souple pour un peu inciter plus à l'activité. Je vois que depuis tout à l'heure, on ne parle que du mode de financement des associations, alors que l'intitulé de la séance d'aujourd'hui, c'est l'économie de la bienfaisance, c'est-à-dire comment le secteur de la bienfaisance peut jouer un rôle dans la croissance économique. On répond au comment, en fait. C'est ça. L'un des premiers paramètres, c'est son financement. C'est ça, c'est les associations, c'est-à-dire doivent diversifier leur circuit financier, doivent jouer un rôle, doivent être génératrices d'emplois, doivent créer d'emplois. C'est à eux de réfléchir. Non, mais comment? Excusez-moi, mais comment? Il n'y a pas que le mode de financement public de l'État. Non, mais justement, on voudrait faire appel. Au contraire, pas du tout. Je vais vous soumettre. Pas du tout, au contraire. Je vais vous soumettre un cas qui a été posé pour un organisme d'État carrément, le Haut Conseil islamique. C'est un organisme à caractère non lucratif. Donc nous sommes pratiquement dans le même schéma de la loi des associations 1206, associations ou fondations. Pour jouer pleinement son rôle, il a besoin d'organiser des colloques, des formations, je ne sais quoi. Il n'y a pas d'argent. Or, il y a un budget qui est alloué de l'État pour la diffusion, l'édition de livres. À un moment donné, le Haut Conseil voulait avoir la possibilité de vendre ses livres sur le marché. Ça lui aurait permis de gagner de l'argent et de peut-être doubler cette activité. Et puis même utiliser cet argent autrement. La loi ne le permet pas. Notre amie Mélina vient de poser la question des kermesses, donner l'exemple des kermesses. Des produits qu'on fait, qu'on vend. Vous avez des ordres religieux en Europe où les moines sont des artisans qui fabriquent du fromage, qui font de l'artisanat, qui le revendent. C'est ce que faisaient peut-être certains musulmans aussi à un moment donné de l'histoire. La loi ne le permet pas. C'est-à-dire que vous avez en Algérie des associations qui peuvent générer des profits, qui peuvent s'autofinancer à condition que la loi devienne plus souple à cet égard. Vous comprenez? En fait, on voudrait que... Ce qu'on est en train de poser comme question, c'est que il faut aider justement le ministère et les autorités publiques, il faut les aider. Et ne pas seulement s'attarder et attendre cette aide gouvernementale, bien au contraire. Oui. Voilà. Il faut en fait discuter pour trouver des solutions pour que ces associations-là puissent générer des revenus. Je vous ai dit tout à l'heure que la gestion
Alors, est-ce que vous avez, il a posé une question, tout ce qui concerne l'arsenal réglementaire, tout ça, c'est l'intérieur, c'est pas la solidarité. C'est pas la solidarité. Oui, mais excusez-moi. Les associations, pardon, est-ce que c'est normal aussi de travailler chacun de son côté en relation avec leur mission? Oui, mais ils peuvent exercer. D'accord. Mais est-ce que c'est normal qu'un ministère, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Solidarité ou le ministère des Affaires religieuses, certains ministères doivent travailler ensemble? Parce que chacun d'entre vous est face à... Vous êtes face aux associations de bienfaisance. Le ministère de la Solidarité gère l'ensemble des associations. Le ministère des Affaires religieuses gère la zakat et les awqaf. Vous avez un listing des personnes qui doivent bénéficier justement de la zakat et des awqaf. Le ministère des Finances aussi pourrait intervenir dans vos discussions. Mais il y a une convention pour justement revoir les lois. Signature avec le ministère des Affaires religieuses. Ah, très bien. Oui, très bien. C'est en cours. À chaque fois que vous parlez du ministère des Affaires religieuses, je ne fais pas partie du ministère des Affaires religieuses. Mais pas du tout. Pardon. Mais il y a une convention. Vous êtes un théologien, c'est pour ça qu'on. Non, il y a une convention en cours. Ah, très bien. Vous ne pourriez pas nous en parler? Le moment opportun. Très bien. C'est une convention. Vous avez commencé à discuter depuis longtemps? Oui. Ça depuis remonte un certain temps, depuis plus d'une année. Très bien. Il y aura de la zakat, de l'aide, tout. D'accord, très bien. Et ben voilà, on a... Donc il y a une réflexion qui est en train de se faire dans ce sens. Et par rapport aussi à revoir les lois, justement, est-ce que vous avez discuté, comme a posé la question professeur Kiched, est-ce que vous avez fait par exemple des tables rondes avec ces associations, écouter leurs problèmes? Est-ce que ces problèmes-là sont... Ça se fait tout le temps. Ça se fait tout le temps. Et c'est quoi les problèmes qui sont posés? Il y a le problème de financement. D'accord. Et je vous ai dit, tout ce qui est gestion d'associations, tout ça, c'est pas le ministère. C'est le ministère des Finances notamment. Et l'Intérieur. L'Intérieur et les Finances. Déjà, l'agrément est attribué par le ministère de l'Intérieur. C'est pas le ministère de la Solidarité. Oui. C'est une direction. D'accord. Alors, le troisième paramètre, lorsqu'on parle du financement, c'est les donateurs. Il y a la question des donateurs. Alors, est-ce qu'il y a en fait, est-ce que vous avez, vous, une connaissance de l'assiette des donateurs, charitables des donateurs? Je n'ai pas ces données. Notamment les gros donateurs. Est-ce qu'ils travaillent avec vous? Je n'ai pas cette information. D'accord. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire en fait de travailler en collaboration avec ces donateurs, notamment les grosses entreprises? En fait, c'est en rapport avec une certaine vision de la société, une certaine vision du rôle de l'État, les rapports entre État et société et la politique sociale de l'État, et avoir même la question de confiance. Si vous vous rappelez, quand on a fait l'émission sur la finance islamique, il y a un problème, pourquoi les Algériens ne mettent pas leur argent dans les banques? Quand il y a combien de fois n'a-t-on pas rencontré, quand on sort à l'intérieur d'Alger, dans certains wilayas, des jeunes qui, au milieu de la route, qui font la quête parce qu'il y a quelqu'un qui a des difficultés à récolter de l'argent pour aller se faire soigner et faire une opération très coûteuse à l'étranger. Cette forme de solidarité, elle existe. Et il y a des gens, des donateurs anonymes, quand il y a par exemple des émissions télé, ils se prononcent, voilà, anonymement, quelqu'un a décidé de prendre en charge un homme d'affaires, il va prendre en charge l'opération d'un malade. Il va lui acheter les médicaments dont il a besoin, les appareils dont il a besoin, le fauteuil roulant dont il a besoin. C'est-à-dire qu'au niveau micro, cela existe. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est que cette action, c'est-à-dire passe du niveau micro vers le niveau macro, que ça devienne une culture, une institution qui a un cadre juridique, qu'on autorise les associations à œuvrer dans ce sens-là, de façon à ce que leurs actions soient structurées. Moi, j'ai comme l'impression, c'est que quelque part, il y a un problème philosophique, c'est qu'il y a cette méfiance à l'égard des associations. Une certaine autonomie peut-être dérangerait, c'est-à-dire le fait de dire si on les laisse travailler, ils vont devenir autonomes, elles vont devenir incontrôlables. Je pense qu'il faut lever cette appréhension et avec un cadre juridique qui soit bien précis, de façon à ce que ces associations puissent travailler de façon transparente, avec des objectifs bien définis, avec des moyens
conséquent. Et aider à même- booster l'économie nationale. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte, comme à l'extérieur, c'est que ces associations remplissent une fonction économique. Et en plus, ce que vous dites, c'est plutôt paradoxal, puisque si on met autant de... C'est aussi difficile pour ces associations de travailler. Parallèlement, on a des associations sur le Internet, enfin des groupes de bénévoles qui drainent énormément d'argent et qui travaillent en toute sécurité. et en mais le toute, problème, il y a toujours des risques. C'est-à-dire, vous savez que le problème qui se pose actuellement, Oui, mais c'est qu'il y a un c'est- problème de c'est- confiance. On revient à un problème de confiance. C'est-à-dire que quand vous allez pourquoi il n'y a pas de gros donateurs, pourquoi les grands hommes Il y a d'affaires, de les gros. grosses fortunes, les grands hommes, ça veut dire deviennent de façon épisodique. Pourquoi de telles entreprises privées qui ont une place dans le tissu économique, qui génèrent des chiffres d'affaires très conséquents, très importants, ne créent-ils pas des fondations comme cela se fait à l'étranger? Je pense que la question mériterait d'être posée à ces acteurs-là, mais d'un autre côté, c'est une problématique qui devrait être soulevée dans le cadre de toute une vision de l'État, de toute une vision d'une certaine politique sociale, des rapports de l'État à la société, de rôle des associations et voire même de cette activité, cette bienfaisance, son utilité sociale et son utilité économique. Je donne l'exemple de l'émission qui passait sur Qanat al-Qur'an pendant 9 années. Fastabiq al-Khayrat a réussi à drainer plus de 70 milliards. C'est énorme. C'est énorme et c'est ça l'économie de la bienfaisance. Rabah Kchad. Oui, mais c'est vrai, il y a une question de confiance aussi. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait qu'il y ait un travail important. C'est-à-dire là, il faudrait C'est juste une émission de télévision qui a réussi à drainer cette confiance-là. C'est-à-dire d'abord, il y a un Qui s'est besoin. chiffré. Il y a un besoin. Non, mais Oui. Allez-y, justement, allez-y, parce que c'est cadré. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, moi, je suis derrière mon écran de télé, je suis sûr, voilà, c'est déjà TV Coran, il y a des personnalités... Coran. Il y a des personnalités connues qui jouissent d'une honorabilité parfaite, qui sont là-dedans. Et puis, je suis en confiance, donc je donne. Ce que nous avons remarqué avec Sundur Zakat, je parle au niveau des mosquées et des imams que je connais, ça a mis du temps quand même à se forger, à se mettre en place, mais les gens donnent. C'est-à-dire que la mosquée est devenue un relais qui facilite un peu la tâche. C'est un facilitateur, pas plus. C'est-à-dire que je vais me décharger d'un fardeau, je vais m'acquitter d'une obligation religieuse, je la remets ici. Et vous avez, ça fait plaisir quand vous avez les comptes qui sont soumis à tout le monde, les gens voient quelle somme a été récoltée, combien de familles en ont profité, quand il y a une enquête qui a été faite préalablement. Et le problème de confiance, il se pose toujours. Oui. Il y a des gens qui font dans l'entourloupe, qui viennent demander de la charité alors qu'ils n'en ont pas besoin. Déjà au début des années 90, parce que c'est après 89 que les associations ont commencé à voir le jour, il y a eu une rencontre d'associations en 90, juste avant la décennie noire, et on s'était rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient inscrits dans 21, 25 associations, et qu'ils recevaient chaque quinzaine ou chaque fin de mois une aide qui était plus ou moins acceptable et appréciable à l'époque. Alors quand vous multipliez cette aide par 20 ou par 30 fois, ça devient du vol, carrément. Parce que si vous avez pris plus qu'il n'en faut, il y a pratiquement peut-être 30 ou 20 personnes derrière vous qui en ont été privées. Donc c'est vrai que comment recadrer tout cela ? Je pense qu'on devrait quand même, sur le plan bureaucratique, on devrait quand même donner un peu de lest, un peu de mou pour que les choses se fassent avec fluidité. Et ma foi, quand bien même ces associations seraient libres de faire usage de toute cette finance, les moyens d'investigation sont là. C'est-à-dire que s'il y a la moindre malversation, vous pouvez facilement vous en rendre compte. Donc, il y a le facteur confiance, il est très important. Le facteur confiance est des deux côtés, enfin de trois côtés. Du côté gouvernemental, du côté des associations et du côté des donateurs, de la population. De toute manière, les donateurs, vous savez, les associations qui travaillent bien sur la place, par exemple, d'Alger, pour ne citer que celle-là, c'est le bouche à oreille.
C'est-à-dire, il y a chaque année, bon, à chaque des Muharram, c'est les mêmes questions qui reviennent sur la zakat. Vous allez recevoir votre lot de questions et bon nombre de gens, au moins 50% de ceux qui viennent, essayer de trouver une solution à un problème qui se poserait, ou par moments les problèmes sont tout à fait fictifs et imaginaires. C'est-à-dire, les gens pensent avoir un problème alors qu'ils n'en ont pas. Beaucoup vous disent, où est-ce que je peux mettre cet argent ? Vous les orientez, allez à telle association, donner à un tel, ou bien vous pouvez même les orienter vers des familles, vers des particuliers. Il y a un compte CCP de la zakat. Où il y a un compte CCP, et c'est dire que ce problème de confiance, oui, je suis prêt à donner, mais à condition que cet argent vraiment aille à qui en a réellement besoin. C'est ça le problème. Une dernière question à vous, Rabah Kichet. Si on règle la question de la transparence, tout sera fluide? Entre autres, c'est un tout. C'est la vision. C'est la vision. C'est la vision. Et dans cette vision, les principaux acteurs sont d'abord le mouvement associatif qui sont dynamiques sur le terrain. Bien évidemment, il y a le ministère, c'est-à-dire toutes les parties. Et c'est avec l'interaction. Et le benchmark aussi, le benchmark, c'est-à-dire s'inspirer des bonnes pratiques dans le monde. Pourquoi pas ne pas, c'est-à-dire faire ce travail et mettre au point une politique claire dans laquelle l'activité serait plus valorisante. Amal Qadr, vous voulez rajouter quelque chose? Ajouter que les grandes entreprises, à l'instar de la Sonatrach et bien d'autres grandes entreprises, ils font des dons, mais occasionnellement. Généralement, c'est le mois de Ramadan. C'est ça. D'accord. Il s'agit en définitive qu'on arrive comme ça se fait ailleurs. Non, pourquoi? Parce que Sonatrach, c'est-à-dire, comme il a bien expliqué, il cherche une traçabilité. C'est-à-dire, mois de Ramadan, c'est clair où va l'argent de telle ou telle entreprise. Mais durant l'année, j'ai l'impression qu'ils ne font pas vraiment confiance. De certains scalaires, je pense que la création de fondations, ça serait plus utile. Merci à tous d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.